L'Ukraine vient de porter un autre coup massif à l'industrie pétrolière de la Russie. Et Poutine est furieux. Il a aussi appris une leçon. Quand vous rompez un cessez-le-feu, l'Ukraine vous frappe fort. Le 21 mars, United 24 Media a révélé l'histoire que l'Ukraine venait de lancer une frappe de drone de précision à l'intérieur du territoire russe. La cible était un dépôt de pétrole critique dans la région de Krasnodar, à environ 870 km de Kiev, près de la frontière sud de la Russie. Le résultat ? Un chaos, un incendie incontrôlé et de la fumée se propageant sur la ville, selon un habitant local. Nous avons fermé toutes les ouvertures et attendons de nouvelles directives. Cet incendie n'était pas un accident. Il provenait du dépôt Naftatrans Kavkazskaya, un hub de carburant vital lié à la fois au terminal pétrolier de première ligne et au consortium de l'oléoduc de la Caspienne. Il acheminait du carburant aux troupes russes et du pétrole aux acheteurs mondiaux. Maintenant, il est parti. Niveau. Mais comment exactement l'Ukraine a-t-elle réussi cela ? Pourquoi cette frappe unique envoie-t-elle des ondes de choc au-delà du champ de bataille ? Retour en arrière. Le 19 mars, l'Ukraine a mené une attaque de drone sur le dépôt de Naftatran dans la région de Krasnodar en Russie. La cible initiale était un pipeline reliant deux réservoirs de stockage pétrolier. À première vue, cela semblait être une perturbation tactique. Un pipeline endommagé peut retarder les livraisons de carburant, mais c'est habituel en Russie. Puis l'incendie s'est propagé. Avant l'intervention des équipes d'urgence, les flammes se sont propagées du pipeline au réservoir voisin. En quelques heures, l'un était complètement englouti. Selon Newsweek, 30 employés du dépôt ont été évacués et les opérations stoppées. Mais à ce moment-là, les dégâts étaient déjà incontrôlables. L'incendie n'a pas seulement endommagé l'équipement, il a englouti plus de 107 000 pieds carrés de l'installation. Ce qui a commencé par une seule frappe avait maintenant paralysé l'un des hubs de carburant les plus critiques de Russie. Et le pire, l'Ukraine n'en avait pas fini. Les images partagées par Newsweek montrent la véritable ampleur des lames, bien qu'elles ne durent que 8 secondes. La vidéo montre des panaches de feu et de fumée s'élevant dans l'air, avec ce qui semble être de l'eau ou de l'huile projetée devant la lame. Malgré le travail acharné des pompiers russes, jour et nuit, pour maîtriser l'incendie, leurs efforts ont été vains. 2 jours après la première frappe du 19 mars, une explosion a secoué l'installation de Naftrans, selon le centre d'opération du dépôt, lors de l'extinction de l'incendie au dépôt de pétrole. Une explosion de produits pétroliers et un déversement d'huile enflammée ont eu lieu suite à la rupture d'un réservoir en feu dans le district de Kavkazski. L'installation de Naftatrans était terminée. De là, cette énorme explosion a enflammé d'autres réservoirs de stockage, dévastant finalement le dépôt de pétrole au dernier des comptes. 3 pièces d'équipement vitales endommagées et 2 pompiers blessés. La Russie comprend l'ampleur de cet incendie massif. Newsweek rapporte qu'il a envoyé 465 pompiers pour gérer l'incendie, qui ont utilisé 181 pièces d'équipement pour finalement maîtriser le feu massif. Les routes menant à Krasnodar sont maintenant fermées. Les résidents en attente d'instructions n'ont pas encore été évacués. Ils ont seulement reçu des suggestions de rester à l'intérieur avec les fenêtres fermées. Le Kiev Post fournit encore plus de détails dans son article du 19 mars couvrant la frappe initiale. Le média indique que la frappe de l'accord de libre-échange nord-américain Trans faisait partie d'une plus grande attaque aérienne menée par l'Ukraine pendant la soirée. Comme souvent, le ministère russe de la Défense a tenté de prétendre avoir repoussé l'assaut de drones. Il a affirmé avoir abattu 57 drones pendant la nuit, dont la plupart, 35, ont été détruits dans le ciel. On prétend qu'un autre 13 a été abattu sur la région d'Oriol, avec 7 détruits sur la mer d'Azov et un chacun sur Toula et Briansk. Il est suspect qu'aucune frappe de drone sur Krasnodar n'ait été mentionnée. Malgré l'incendie de l'installation pétrolière de Naftatrans, leur centre d'opération a fourni plus de détails sur la situation initiale. À Kavkazskaya, dans le district de Kavkazki, une attaque de drone du régime de Kiev a été repoussée. Un incendie s'est déclaré dans un dépôt de pétrole près du village à cause de débris tombants. C'est incroyable combien de dégâts les débris des drones ukrainiens semblent réussir à causer contre des cibles russes clés. Il s'agit probablement de propagande russe. Ce ne sont pas des débris qui ont détruit un pipeline, provoquant l'embrasement d'un réservoir et l'incendie de l'installation de Naftatrans. C'était un coup direct d'au moins un drone ukrainien. Vu l'ampleur des dégâts, la force a rapidement classé l'incendie qui en a résulté comme une urgence de niveau 4. Le Kiev Post a suivi son rapport du 19 mars avec une mise à jour le 21 mars. Il a expliqué que la situation chez Naftatrans avait empiré. Après la grève des pipelines et les premières explosions de réservoirs de stockage d'huile, 2 autres réservoirs d'huile ont pris feu, envoyant une épaisse fumée noire dans l'air. Ils ne peuvent pas l'éteindre, a déclaré un témoin. La base est totalement détruite par un incendie massif. C'est une perte considérable pour vous.
Ce qui a commencé comme une frappe de drone qui semble avoir eu pour objectif de fermer un pipeline, a fini par effacer complètement l'installation pétrolière de Naftatrans de la carte. L'Ukraine vient de porter un coup énorme aux forces de Poutine. Une question évidente se pose. Pourquoi la frappe sur Naftatrans est-elle importante? Le volume de produits pétroliers stockés dans l'installation fournit notre première réponse. United 24 indique que Naftatrans abrite ou abritait 5 énormes réservoirs d'huile, chacun contenant 706 293 pieds cubes de carburant. En tout, le dépôt abritait 100 000 tonnes de pétrole. Des produits destinés à être envoyés aux forces de Poutine sur le front ou exportés de Russie pour financer davantage la machine de guerre du président russe. Notez le mot carburant. Ce n'était pas du pétrole brut que l'Ukraine a détruit, ce qui serait déjà dommageable. Selon Business Insider, le prix actuel d'une tonne de pétrole brut est de 531,40 $. Avec la disparition de l'accord de libre-échange nord-américain Trans, on peut supposer que les 100 000 tonnes de pétrole qu'il stockait ont été détruites. Si c'était du pétrole brut, l'Ukraine aurait coûté à la Russie 53,1, 4 millions. Une somme impressionnante, mais peut-être pas suffisante pour causer des dommages sérieux à Poutine et à sa quête pour financer son invasion. Cependant, la grève de l'accord de libre-échange nord-américain Trans n'a pas mis en flamme 100 000 tonnes de pétrole brut russe. Elle a détruit des produits pétroliers, principalement du carburant selon United 24. Cela signifie probablement que l'accord de libre-échange nord-américain Trans abritait 100 000 tonnes de pétrole et de diesel, tous deux des produits pétroliers raffinés, qui se vendent beaucoup plus cher que le pétrole brut. Concentrons-nous sur le diesel. Actuellement, cela se vend à 254,38 par baril. D'après l'Association pétrolière indépendante d'Amérique, une tonne de pétrole brut nécessite 7,46 barils. Cela signifie qu'une tonne de diesel se vend actuellement aux alentours de 1897 $. C'est presque 4 fois le montant payé pour une tonne de pétrole brut. La grève de Naftatran en Ukraine a coûté à Poutine plus que prévu. Multipliez 1897 par 100 000 tonnes de produits diesel et vous obtenez 189,7 millions de carburant. C'est du carburant que Poutine aurait pu envoyer à ses soldats en Ukraine pour alimenter leurs assauts mécanisés. Le carburant est parti en fumée, empêchant les chars et véhicules blindés russes de se déplacer. Poutine n'aura pas d'autre choix. Il enverra ses soldats à pied contre les défenses ukrainiennes, causant de lourdes pertes dues aux drones, fusils et tirs d'artillerie. Pendant ce temps, Poutine devra gérer un déficit de près de 200 millions dans les comptes bancaires de la Russie. Cela devient encore pire pour la Russie. Accord de libre-échange nord-américain. Trans était surtout un site de stockage pétrolier, avec des oléoducs et voies ferrées partant du hub pour acheminer les produits pétroliers vers le front, ou l'étranger pour l'exportation. Pensez à ce que signifie l'attaque de drone de l'Ukraine pour l'installation qui vient d'effacer accord de libre-échange nord-américain Trans de la carte. L'incident a causé à la Russie la perte de 100 000 tonnes de produits pétroliers, et empêche Poutine d'utiliser l'installation pour stocker plus de produits à l'avenir. Un élément clé de sa machine d'exportation de pétrole vient d'être ruiné. Les produits pétroliers raffinés doivent maintenant rester sur place, ou être détournés de accords de libre-échange nord-américain Trans, compliquant l'exportation de ces produits par la Russie. L'Ukraine suivra sûrement ces détournements. Ils surveilleront les installations qui accueillent maintenant les produits pétroliers que accord de libre-échange nord-américain Trans ne peut plus gérer, ce qui n'a qu'une signification pour Poutine. Davantage de frappes vont être lancées contre tout dépôt sur lequel la Russie compte maintenant, que accord de libre-échange nord-américain Trans est une épave fumante. En parlant d'exportation, nous avons effleuré plutôt un sujet qui mérite d'être approfondi. Accord de libre-échange nord-américain. Trans était lié au consortium de l'oléoduc de la mer Caspienne, ou consortium de l'oléoduc de la mer Caspienne. Wood Mackenzie dit que le consortium de l'oléoduc de la mer Caspienne a été créé en 2001 et a subi une expansion de 5,1 milliards de dollars achevée en 2018. Cette expansion montre à quel point le consortium de l'oléoduc de la mer Caspienne est crucial pour les exportations pétrolières russes. C'est une route d'exportation clé qui envoie des produits pétroliers russes vers l'ouest, en passant par le Kazakhstan et la Russie elle-même, vers un terminal maritime dédié situé à Ozareka Sud. De là, d'énormes pétroliers transportent les produits pétroliers de la Russie vers la Méditerranée via la mer Noire, avant de se diriger vers les pays auxquels la Russie est capable de vendre. Alors qu'elle lutte sous le poids de 21 692 sanctions qui ont résulté de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Le consortium de l'oléoduc de la mer Caspienne est l'un des plus grands oléoducs du monde, responsable d'environ 1% de l'approvisionnement mondial en pétrole. C'est crucial pour le Kazakhstan, l'un des rares alliés régionaux restants de la Russie.
L'oléoduc exporte environ 1,3 million de barils de pétrole brut par jour, soit environ 80% de la production pétrolière quotidienne totale du Kazakhstan. Pourquoi cela importe-t-il ? Toute attaque contre un dépôt affilié à la consortium de l'oléoduc de la mer Caspienne équivaut à attaquer directement la consortium de l'oléoduc de la mer Caspienne. Le pipeline principal est resté ouvert, mais Naftatrans était un lien clé dans ce pipeline, avec ses installations de stockage pétrolier utilisées par la Russie et le Kazakhstan pour générer des revenus d'exportation. Cette installation hors service obligera les deux pays à détourner leurs produits pétroliers vers d'autres sites, entraînant des coûts supplémentaires et rendant le consortium de l'oléoduc de la mer Caspienne moins efficace. Les pays qui attendaient les produits pétroliers stockés chez Naftatrans doivent maintenant attendre plus longtemps pour que ces produits soient remplacés et détournés avant qu'ils ne puissent être exportés. Le Kazakhstan ne sera pas content, la Russie non plus. Les clients de l'industrie pétrolière russe seront aussi furieux que les produits achetés se n'ayant partis en fumée. Combien de fois de plus ces clients du pétrole seront-ils prêts à attendre que Poutine termine son invasion de l'Ukraine ? C'est une grande question que certains de ces clients devront se poser, car Navtotrans est loin d'être la première attaque ukrainienne contre l'industrie pétrolière russe. Les frappes constantes ont un impact considérable sur les exportations pétrolières russes vers d'autres pays. Tôt ou tard, ces acheteurs envisageront de chercher ailleurs du pétrole, ce qui aura un impact dévastateur sur une industrie qui en est responsable. 2 milliards de dollars alimentent annuellement les coffres de la Russie. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Ukraine a ciblé Naftatran. Dans le grand schéma de l'industrie pétrolière russe, le dépôt n'est qu'une petite pièce du puzzle. L'attaque ne serait pas un problème pour les clients russes, si c'était un incident isolé. Cependant, Naftatran est l'un des nombreux dépôts de pétrole et raffineries russes incendiés durant les 3 années d'invasion de l'Ukraine par Poutine. Les attaques de drones, comme celles contre Naftatrans, ont déjà réduit de 10% la capacité de raffinage pétrolier de la Russie. Combien d'autres de ces attaques la Russie peut-elle absorber avant que son industrie pétrolière ne s'effondre autour de ses pieds collectifs ? Nous devons attendre. Mais l'Ukraine continuera à attaquer ces installations pour causer de gros problèmes financiers à Poutine. Et cela nous amène à l'une des raisons clés pour lesquelles l'Ukraine vient d'effacer Naftatrans de la carte. Bien sûr, détruire une part importante des exportations de pétrole de la Russie est une énorme victoire pour l'Ukraine. Elle a récemment soustrait près de 200 millions de dollars à Poutine, en plus des millions supplémentaires que la Russie devra dépenser pour les diversions, réparations et gestion d'autres installations pétrolières. La véritable raison pour laquelle l'Ukraine a quitté l'accord de libre-échange nord-américain Trans est simple. Elle est furieuse que Poutine ait renié sa parole. Le 18 mars veille de la première frappe de drone de l'accord de libre-échange nord-américain Trans, Poutine et les États-Unis. Le président Donald Trump a eu un appel téléphonique crucial. Le sujet de discussion était un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine que l'Ukraine et les États-Unis avaient négocié lors d'une réunion en Arabie Saoudite quelques jours plus tôt. Poutine n'allait jamais accepter ce cessez-le-feu dans les conditions présentées. Il a appelé à un dépôt complet des armes pendant 1 mois. Poutine croyant qu'il avait l'avantage à Koursk et que ses forces progressaient dans l'est de l'Ukraine. Il n'abandonnerait pas cet élan pour une paix temporaire, mais autre chose, du moins le prétendait-il. Lors de ses échanges avec Trump, Poutine a proposé un cessez-le-feu de 30 jours sur les attaques contre les infrastructures énergétiques. L'Ukraine a accepté. Pourquoi ne le ferait-elle pas ? Entre septembre 2022 et septembre 2024, la Russie a lancé 25 attaques massives contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. D'ici mai 2024, ces attaques avaient causé 1 milliard de dollars de dommages au secteur, forçant continuellement les Ukrainiens à subir des coupures de courant répétées et des pertes de chauffage. La campagne terroriste de Poutine a été conçue pour créer une pression interne en Ukraine. La destruction par Kiev d'installations pétrolières russes majeures fut une revanche pour de telles attaques. Un cessez-le-feu serait idéal pour les deux. Poutine a non seulement promis un cessez-le-feu immédiat contre le secteur énergétique de l'Ukraine, mais l'a également déclaré. Pourquoi l'Ukraine a-t-elle détruit un important oléoduc russe, juste un jour après la discussion Poutine-Trump ? La réponse est simple. Poutine a immédiatement renié sa parole. Peu après l'annonce par Trump des résultats de sa discussion avec Poutine, la Russie attaquait l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Trump a annoncé par écrit un cessez-le-feu immédiat concernant toute l'énergie et l'infrastructure, avec l'objectif de parvenir rapidement à un cessez-le-feu complet et de mettre fin à cette guerre très horrible entre la Russie et l'Ukraine. Pendant que Trump écrivait ces mots, la Russie lançait une attaque de drones contre l'Ukraine, ciblant les chemins de fer, les installations de santé et l'infrastructure électrique essentielle aux Ukrainiens. Même cette nuit après la discussion de Poutine avec Trump, lorsque Poutine aurait ordonné l'arrêt des frappes sur les cibles énergétiques ukrainiennes.
150 drones ont ciblé l'énergie, l'infrastructure, le transport et 2 hôpitaux. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les propos de Poutine sont très éloignés de la réalité, suite à leur conversation. Le président de l'Ukraine. Le mot immédiat doit avoir une signification différente pour Poutine que pour le reste du monde. Les frappes russes contre l'infrastructure énergétique ukrainienne apportent un nouvel éclairage sur l'attaque de l'accord de libre-échange nord-américain. Ce n'était pas l'Ukraine qui revenait sur un accord conclu entre Poutine et Trump, mais plutôt une vengeance. Zelensky a toujours affirmé qu'on ne pouvait pas faire confiance à Poutine pour tenir parole. Si la Russie allait attaquer l'infrastructure énergétique de l'Ukraine quelques heures seulement après avoir prétendu qu'elle arrêterait, l'Ukraine dévasterait un élément clé du pipeline énergétique consortium de l'oléoduc de la mer Caspienne de la Russie. Il est juste de dire que l'Ukraine a gagné cet échange. Une question demeure. La suite ? Malgré l'apparente volte-face de Poutine qui semblerait mettre fin aux discussions sur un cessez-le-feu énergétique, cela ne semble pas être le cas. Selon Al Jazeera, d'autres réunions sont prévues. Des délégations américaines et ukrainiennes ont poursuivi les discussions en Arabie Saoudite, tandis que l'équipe de Trump se prépare à rencontrer les délégués de Poutine le 24 mars. Selon le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Amirov, les discussions ont été productives, mais Zelensky a été moins élogieux. Peu importe ce que nous disons à nos partenaires aujourd'hui, s'est-il exclamé le 23 mars, nous devons pousser Poutine à ordonner l'arrêt des frappes. Celui qui a apporté cette guerre doit la reprendre. Les discussions entre les États-Unis et l'Ukraine ont aussi abordé comment ils pourraient collaborer pour protéger l'infrastructure énergétique ukrainienne, suggérant qu'aucun des deux ne croit que Poutine respectera le cessez-le-feu, et ils ont de bonnes raisons d'en douter. Poutine a attaqué l'infrastructure énergétique de l'Ukraine peu après avoir prétendu ordonner l'arrêt immédiat de ses frappes, déclenchant une riposte de l'accord de libre-échange nord-américain. Mais qui sait ? La rencontre Russie-États-Unis du 24 mars pourrait aboutir à un véritable cessez-le-feu, et non au faux promis par Poutine en mars. 18e, l'Ukraine restera vigilante. Si Poutine ne tient pas parole, d'autres attaques contre l'industrie pétrolière russe sont à prévoir. Pour l'instant, accord de libre-échange nord-américain trans me sert de rappel. Le dépôt de pétrole, désormais une épave fumante, envoie un message clair aux leaders russes. Tenez votre parole, ou l'Ukraine ravagera l'industrie pétrolière russe. Que pensez-vous de l'attaque sur le dépôt de pétrole de l'accord de libre-échange nord-américain trans ? Quel impact l'élimination de cette installation clé de la consortium de l'oléoduc de la mer Caspienne par l'Ukraine aura-t-elle sur la Russie à l'avenir ? Difficile de prédire la réaction de Poutine. Ses actions pourraient ne pas correspondre à ses paroles concernant un cessez-le-feu visant l'infrastructure énergétique. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour des informations sur la façon dont l'Ukraine affaiblit l'industrie militaire russe.